La team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo YouTube. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné du frérot Shakib. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Super. Merci Donc, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir. Je voulais Pareillement. vraiment t'avoir comme mon deuxième épisode. Ouais. Ça me tenait vraiment à cœur parce que justement, on avait quelqu'un qui était en commun, qui est ton neveu, qu'on peut voir. Adil, franchement, mon frérot. Aujourd'hui, pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne savent pas c'est quoi le concept de cette vidéo, c'est vraiment sur Insta et sur TikTok, j'ai lancé une documentation pour documenter la création de ma formation et j'ai fait un format YouTube dans un concept qui est justement d'aller chercher toutes les personnes, toutes les petites pépites de Montréal, tous ceux qui ont réussi à se dépasser, à atteindre leurs objectifs et qui ont su on va dire, réussir dans leur vie et pouvoir réussir énormément dans l'accomplissement de beaucoup d'objectifs. C'était vraiment important pour moi pour justement essayer au maximum d'inspirer les gens. Donc c'est vraiment ça le but de ce concept-là, de donner la possibilité à des gens de pouvoir relate sur différentes personnes qui ont pu se dépasser dans la ville et dans leur vie. Donc aujourd'hui, Shakib, je te laisse te présenter. Ouais. Déjà, salut tout le monde. Shakib Ossine. On m'appelle Shak, sinon coach Shak. Moi, en fait, c'est assez simple. Je suis un gars de Montréal. Et puis, j'ai fait mes classes un peu comme tout le monde. J'aime le foot. Je joue au foot. J'ai joué au Québec aussi. En gros, j'ai commencé à jouer au foot un petit peu au Québec. Faire mes classes et tout tranquillement. Et puis, grandir par rapport à ça. Et j'ai joué à un niveau semi-professionnel. Professionnel après. Et puis, j'ai arrêté le foot assez tôt. Okay. Dû à des petits problèmes qu'on va pouvoir expliquer après. Et puis après, j'ai ouvert Starting Eleven. Incroyable. Donc, c'est quoi on va dire, ton parcours ici à Montréal? À part ça, on va pouvoir parler de Starting Eleven, qui est en une phrase, si tu pouvais le résumer en tant que tel. Une école de foot. Une école de foot, parfait. Donc, on va pouvoir en discuter par la suite. Là, Shakib, c'est quoi ton histoire ici à Montréal? Donc, on sait que tu es venu très tôt ici à Montréal. Donc, c'est quoi, on va dire, le parcours que tu as eu pour pouvoir finalement démarrer Starting Eleven qui était vers la fin? Donc, c'était quoi, on va dire, le parcours que tu as eu pour justement… C'est quoi le cheminement qui t'a amené à Starting Eleven? Tu m'emmènes loin là. En gros, j'ai commencé à jouer au foot. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai commencé à jouer au foot assez tôt, à l'âge de 4 ans. Okay. Puis c'était vraiment pour le kiff, un peu comme tout le monde. Là. Puis à partir de l'âge de, je te dirais, 8, 9, 10 ans, j'ai intégré une équipe. Le Saint-Léonard au début. Et puis voilà, c'était du kiff. C'était vraiment du kiff à 100%. Après, tranquillement, je faisais un peu mes classes jusqu'à temps qu'à un moment donné, je commençais à être un peu parmi les meilleurs, on va dire, à l'âge de 13 ans. Et puis voilà, faire ces classes. Je commençais après à jouer un peu plus vieux, semi-pro. Il y a eu la Ligue semi-pro, ça s'appelle la Ligue 1 PLSQ maintenant. Elle a été créée, ça fait longtemps, et que j'ai participé, j'étais assez jeune, je te dirais. Et puis, j'étais intéressant, j'étais pas mal, j'étais bon. J'ai fait 2 ans, puis l'année d'après, je suis rentré à l'Académie de l'Impact de Montréal. Et là-bas, je suis resté 2 ans et demi. Okay. Est-ce que tu savais depuis tout petit que tu voulais faire du foot? Non. Qu'est-ce qui a amené à te dire, ok, aujourd'hui, j'ai genre, on va dire, accompli beaucoup de choses, genre j'ai grandi, etc. Mais là, j'ai envie de me concentrer sur le foot. En fait, sincèrement, c'est bien que tu me poses cette question parce que moi, je le vois de 2 façons. Il y avait quand j'étais plus jeune, où c'était beaucoup de freestyle, si je peux le dire comme ça. Puis c'est pour ça, quelque part, je veux que les jeunes se sentent bien là-dedans parce que je jouais, mais j'avais pas de plan. Et j'avais un peu de talent, j'étais un peu bon, j'étais bon, puis je jouais pour le plaisir, pour le kiff. Je te dirais, c'était vraiment à l'âge de assez tard, 19, 20, 21, où je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, ok, ça c'est bon. Pourquoi pas? C'était ça ma phrase, pourquoi pas, on pousse. Par contre, c'était un pourquoi pas un peu… c'était un pourquoi pas, mais en même temps, je travaille extrêmement fort à côté. Tu vois? C'est que je disais pourquoi pas pour, je pense, quelque part pour pas me mettre trop de pression, tu vois. Mais je travaillais extrêmement fort, vraiment, vraiment fort. Puis c'est quand je suis rentré à l'académie où je me suis dit, écoute, tu rentres pas à l'académie comme ça par hasard. Et je suis rentré vraiment tard. Je pense que je suis rentré… J'ai rarement vu ça à 20 ans. À 20 ans, 21, 20 ans, voire même proche de 21 ans. Je suis rentré à l'académie, ça s'appelait les U23. C'était la réserve de l'équipe MLS. Puis c'est là où je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. On sait jamais. Est-ce que tu conseilles… Parce que là, on sait qu'il faut énormément tester dans la vie. Donc, est-ce que toi, c'est super important de tester. Qu'est-ce que tu dirais
Est-ce que toi, tu penses que le Shakib d'avant aurait été fier ou on va dire aurait vraiment testé de cette manière-là? Est-ce que tu l'aurais dit de tester au maximum ou vraiment de se focaliser sur le foot? En fait, avec du recul maintenant, si je pouvais me parler, je me dirais peut-être de faire les choses un petit peu différemment. Je sais que souvent les gens aiment me dire je changeais rien, etc. Mais la vérité, non, parce que j'avais un truc quand j'étais jeune, comparé à maintenant. Maintenant, je suis beaucoup plus organisé. J'étais pas trop organisé. Ça veut dire que j'aurais aimé, exemple, me dire et un plan et sois un peu plus organisé avec ce que tu fais. C'était beaucoup de, comme j'ai dit au début, c'était un peu du freestyle, quoi. Il y avait, oui, je travaillais fort, hein, mais il n'y avait pas d'hygiène de vie. Je faisais pas attention à mon sommeil. Il y avait beaucoup de choses que je faisais pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je laissais trop de place à mon talent. Et c'est une erreur. Oui, je comprends. Ouais. C'est une erreur parce que la vérité, il y a du talent partout. Il y aura toujours meilleur que soi-même. Alors, je pense que si je pouvais me dire un truc, c'est d'être un peu plus organisé. C'est vraiment ça. C'est vraiment bon. Ouais. C'est que du toi, là justement, tu avais donné un point qui est, est-ce que tu penses toi aussi que le talent ne suffit pas? Non. C'est que beaucoup de gens, on va dire, comme ils ont tellement été, on va dire, flattés par rapport à leur ego que toute leur vie on leur a dit, ouais, t'es fort. Et surtout, ils arrivent à avoir une bonne performance avec peu d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? Et beaucoup ont justement cet ego-là, et je parle pas là, je parle vraiment en matière de général. Est-ce que tu penses que le talent est vraiment si, comment je pourrais t'expliquer, vraiment si puissant, qui est genre plus puissant que, on va dire, le travail acharné qu'il y a derrière? En fait, tu penses que entre le travail acharné et la personne qui a le talent, c'est qui pourrait aller plus loin? En fait, comment je vois ça, pour moi, le talent, tu le rencontres à deux endroits différents. Tu le rencontres au début, ça veut dire au début, clairement, tu vois que tu as du talent et clairement, tu te dis, ok, j'ai du talent, pourquoi pas faire quelque chose avec ça? Et tu le rencontres plus tard. Ça veut dire à un moment donné où est-ce que plus tard, quand exemple tu passes à ce step-là pro et où est-ce que tu t'adaptes avec ton travail, avec un peu tout le monde, c'est là où est-ce que ton talent va faire encore la différence. Tu vois l'exemple, le foot, parce que bon, c'est un peu mon domaine. Tu vois les grands joueurs de foot, arriver à un certain niveau, ils ont besoin de s'adapter quand ils arrivent dans un nouveau club. Bien sûr. Mais à un moment donné, dès qu'ils s'adaptent, leur talent, boum, il sort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, vas-y. Non, mais c'est vraiment ça en fait que je le vois un peu comme ça. Mais pour moi, le travail est, je dirais plus être bien organisé est super important. Quand je dis bien organisé, ça touche à beaucoup de choses. Hein. On parle d'hygiène de vie, on parle de constance, on parle il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs. Dis-toi, là, je suis justement dans ce stade-là et c'est un truc que, bien sûr, je vais pouvoir améliorer au fur et à mesure du temps. C'est l'organisation. Comme tu as dit au début, c'est qu'il te faut une organisation dans ta vie. Il faut que tu saves que ça a plein de branches, l'organisation, etc. Mais surtout, quand tu fais quelque chose, fais-le d'une manière qui est structurée. Va pas en freestyle. Au début, si tu n'as pas, t'as pas l'idée ou tu n'as pas, on va dire, un plan fixe par rapport à certaines choses, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va vraiment dépendre encore de la situation de la personne. Mais il faut arriver à être organisé, donc savoir pourquoi tu le fais, comment tu vas le faire et surtout avoir, comme tu as dit, une hygiène de vie. Le savoir bien le faire et surtout bien s'entourer. Mais c'est vraiment l'organisation et c'est ça qui me tue en ce moment. C'est que, par exemple, il y a certains moments, comment je pourrais te l'expliquer? J'ai encore ce truc-là et je l'avais dit dans l'épisode 1, là je travaille énormément dessus, tu vas comprendre et je pense que tu vas potentiellement relate. C'est que par exemple dans une journée, je me dis que je dois faire ça. S'il y a des imprévus dans ma journée et je me casse tellement la tête à me dire ok, non là c'est impossible, je pourrais pas le faire ou sinon attends je vais le reporter à demain parce que c'est tellement une tâche qui est importante à faire qu'il faut que je sois dans un bon environnement pour le faire et que je sois au final avoir un bon état d'esprit pour le faire. Alors qu'à la fin de la journée, juste fais-le quand même. Bon, il y a eu des imprévus durant ta journée, mais juste fais-le et au fur et à mesure, tu t'arrangeras pour l'améliorer. Moi, c'est justement ça là. Genre, par exemple, on va dire, si dans une journée, je dois écrire un script ou je dois tourner une vidéo ou je dois travailler sur différents projets, s'il y a eu un imprévu dans ma journée ou il y a eu quelque chose qui justement sort de mon contrôle, je me dis non, je peux pas le faire. Genre, je vais attendre le prochain moment pour pouvoir le faire. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Puis maintenant, avec on va dire, l'expérience puis l'âge, je pense que maintenant, qu'est-ce que je fais différemment, c'est que je n'essaie pas de tout faire. Souvent, quand tu es jeune, tu te dis, vas-y, je veux bien manger, bien dormir, je vais aller au gym, je vais faire ci, tu as 1000 trucs. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que tu cibles ce que tu dois faire dans ta semaine, ce que tu as besoin de faire. Tu rajoutes un petit peu de trucs, exemple, si tu vas au sport, etc., etc. Et le reste, tu le laisses un peu libre parce qu'il te faut du temps pour toi-même. Alors, moi, je pense sincèrement, c'est juste de travailler super fort, mais travailler intelligemment aussi là-dedans. Et c'est là où est-ce qu'il faut être encore plus organisé. Ça veut dire que ce que tu dois faire aujourd'hui,
faut vraiment le faire. Parce qu'éventuellement, demain, tu as peut-être un autre truc à faire que tu ne veux pas forcément. Tu vois, pour que tu quand même aies ce temps-là pour toi après, pour pouvoir accomplir les autres trucs que tu as besoin de faire. 100%. Et même en termes de mental, le fait de te dire, OK, aujourd'hui, je suis vraiment pas chaud, j'ai pas la tête à ça, et tu remets au lendemain, ben, en fait, c'est comme si tu repoussais cette tâche-là. Ouais. Et plus tu la repousses, plus on va dire, elle devient grosse. Et surtout, si tu as une deadline à un moment donné, tu repousses toujours la tâche. Et au fur et à mesure du temps, si tu repousses encore et encore, ça va juste grossir et tu vas juste burn. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'il faut se dire, cette tâche-là, je dois la faire de toute façon. Ça. Alors, voilà. Si je l'ai programmée pour aujourd'hui, ben, il faut que je la fasse, quoi. 100%. Et on va dire, par rapport à ton parcours, là en ce moment, niveau professionnel en termes de foot, moi, il y a un truc, c'est que j'admire énormément les sportifs parce que pour avoir un mental, pour pouvoir, on va dire, continuer malgré, on va dire, que ce soit des accidents ou une mauvaise saison, etc., le mental, je trouve que dans le monde du sport, que ce soit dans le foot ou dans le basket, etc., c'est quoi la notion que tu penses qui est sous-cotée dans le monde du sport, mais qui devrait être primordiale? Je pense que c'est de comprendre assez rapidement que notre corps, c'est notre outil de travail dans le sport. Exemple, si tu fais autre chose, je sais pas moi, tu as un travail, ton outil de travail, forcément, ne va pas être à 100% ton corps. Et moi, je pense que le plus tôt que moi, en fait, ça m'a fait défaut, puis j'ai eu de la difficulté, et ça m'a pris du temps à comprendre ça, voire même c'était trop tard, parce que je me suis fait opérer, et puis voilà, on pourra en parler après. Mais moi, je pense que le plus tôt que tu comprennes que, surtout dans le sport, ton outil, c'est ton corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut en prendre soin. Ce qui est un peu difficile là-dedans quand tu es jeune, c'est que tu peux manger un fast-food, dormir à 3 h du matin, te lever le matin, aller performer et faire un bon match. Je comprends. Alors, quelque part, tu te sens invincible un peu. Et tu te dis, c'est humain. Tu te dis, moi, je suis un peu l'exception, etc. En fait, tu n'es pas l'exception. 0-0. Moi, on m'a dit une fois, on me l'a dit, et je l'ai gardé dans ma tête, on m'a dit, le corps, c'est comme une éponge. Ça veut dire que ça absorbe. Et à un moment donné, ça va juste péter, quoi. Alors, si j'ai peut-être, je sais pas, c'est un conseil ou quelque chose, c'est vraiment de comprendre assez rapidement que ton corps, c'est ton outil. Bien sûr, ton esprit aussi, il faut prendre soin de son mind. Mais je pense que c'est vraiment de comprendre que, tu sais, je dis souvent à mes jeunes, à starting, n'aie pas peur d'investir sur ton corps. N'aie pas peur de, je sais pas moi, s'il faut acheter des boots pour la récupération. N'aie pas peur de t'acheter un petit bain de glace à la maison ou de, tu vois, des genres de trucs. Quoi. Investis là-dedans parce que c'est ce qui va faire la diff au bout. Ouais, c'est qu'au final, c'est que quand tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton être au complet, que ce soit même mental, tu vois. C'est que si tu as une activité physique, si tu ne prends pas soin de ton corps, que ce soit dans la nourriture ou même dans l'activité physique, ça impactera à un moment donné, que tu le veuilles ou non, tu es en activité extérieure, que ce soit dans le business, que ce soit même dans le monde du sport, que tu le veuilles ou non, les petites négligences, après c'est sûr qu'il y a des journées qu'il faut aussi profiter, mais les petites négligences sur un long terme, surtout l'effet cumulé qu'il y aura sur ton corps, donc si tu manges mal ou tu ne fais pas d'activité physique, etc., l'impact va être énorme. Non, vraiment, en plus, j'espère qu'ils vont voir cette vidéo, mes jeunes là, mais tu sais, je le dis beaucoup, c'est comme, en fait, tu as un talent brut, tu es super bon et tu es jeune. Tu es une belle voiture. Tu es une super belle voiture. Mais tu fais jamais ta vidange d'huile. Tu vas pas toffer longtemps. Tu vas zéro pas toffer. Alors c'est pour ça que je leur dis souvent, c'est important. Mais après, en même temps, c'est un peu difficile parce que quand tu es jeune, des fois ils se permettent de dormir tard, des fois ils se permettent de manger n'importe quoi et le lendemain ils sont performants. C'est là où est-ce que ça devient un peu tu vois, difficile, on va dire, et même parce que je l'ai vécu aussi. Mais j'insiste sur ça pour dire que l'hygiène de vie et puis prendre soin de son corps est très, très, très important. Là, il y a une question quand tu as discuté, quand tu as parlé du fait de dormir tard et le lendemain quand même performer, etc. Moi, il y a une notion qui revient et que je suis justement aussi dans cette phase-là de tu dois être obsédé par un objectif. C'est que, par exemple, dans le monde du sport, surtout dans le monde du foot, c'est extrêmement compétitif. Il y a des gens qui sont extrêmement forts, etc. Donc, toi, tu en penses quoi justement d'être obsédé par atteindre, on va dire, l'objectif et donc, on va dire, viser le pro? Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que, et je ne parle pas que de foot, je parle grosso modo, les gens sont obsédés par un objectif et ils sont obsédés par quelque chose. On va dire, OK, un joueur talentueux, il est obsédé à être bon. Alors, il va s'entraîner super fort. Il est obsédé là-dedans. Mais il n'est pas obsédé sur son hygiène de vie, il n'est pas obsédé sur la nutrition. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est à l'aise ou qui a l'habitude de faire. Et il est là le problème. Et souvent, les gens, on est obsédés
par des trucs qu'on a la facilité de le faire au quotidien. Oui, tu comprends? oui, je comprends ce que tu Genre, veux dire. exemple, je donne un exemple, toi ou quelqu'un d'autre, ou je sais pas, une autre personne qui veut percer dans quelque chose, et puis il a l'habitude d'être obsédé sur quelque chose, mais tu as déjà de la facilité à le faire. Et là, tu fais juste rajouter plus d'heures Oui, je comprends à faire ce que tu fais déjà bien et facilement. Ouais. Et là, tu enlèves ce moment-là pour peut-être être obsédé, entre guillemets, sur autre chose que tu as peut-être un peu plus de difficulté. Exemple, dormir tôt. Je sais que je parle beaucoup de ça parce que j'en ai plein. Ouais, c'est un message très... Ouais, c'est un message pour mes gars parce que j'en ai plein. Et ils ont beaucoup de difficultés par rapport à ça. Le sommeil, la nutrition, voilà. Mais ils ne sont pas obsédés par rapport à ça. Par contre, ils sont obsédés à s'entraîner 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine. Mais le truc, après, la fatigue, elle rentre et arrivé game day, le moment où il faut shine, ben là, le corps n'est pas au top, etc. Bon, Vous avez vu le message, les gars, super important. Vous pouvez être fort au foot, les gars, vous pouvez être fort pendant les matchs, mais super important, les gars, dormir et bien manger, les gars, c'est super important. Il ne faut pas négliger ça. Ouais, il faut être obsédé comme ils le sont obsédés par rapport à leurs stats ou par rapport à, tu vois. C'est un équilibre et je pense que c'est important. 100%, je suis 100% d'accord. Donc, là, si on parle plus de Starting 11, ok. par la suite, on va pouvoir revenir sur ton parcours. Ouais. Le Starting 11, on en a parlé énormément pendant cette vidéo. Donc là, qu'est-ce que Starting 11? Je te laisse expliquer qu'est-ce que c'est et surtout, essaye d'aller, on va dire, pour les gens qui n'ont aucune idée de l'organisation de commencer, si vraiment tu pouvais expliquer, là il y a quelqu'un qui vient te demander, Shakib, voilà, qu'est-ce que Starting 11? Je voudrais en faire partie potentiellement parce que j'aimerais me dépasser dans le foot, etc. Et j'aimerais passer au niveau supérieur. Comment tu l'expliquerais Tu vois, ça se voit qu'on en a parlé avant, hein, parce que tu as tout dit. En fait, c'est vraiment ça. C'est vouloir passer au niveau supérieur, c'est assez simple, c'est une école de foot. Et puis on prend et on accepte tout le monde. Après, ils sont séparés par niveau. Et puis en fait, c'est quotidiennement des entraînements parce que nous, on est persuadé qu'avec la répétition, tu t'améliores. On répète beaucoup certaines gammes, énormément. Ça permet un peu aux joueurs de se surpasser et surtout, c'est qu'on est complémentaires avec les clubs. Que ce soit les clubs ici au Québec, que ce soit des clubs même à l'extérieur ou dans le monde professionnel. On était en contact, on avait des joueurs qui venaient pour la off-season, des joueurs professionnels. Et puis leur club nous contactait directement pour nous dire, OK, ils doivent faire ça ou ça ou ça. La pré-saison va consister à ça, ça, ça. Alors, s'il te plaît, faites plus attention à ça, etc. Et on a aussi un physio que je salue d'ailleurs, Mika. Aussi, à certains moments, ils sont connectés avec les physios pour éventuellement faire un travail de suivi. Alors, c'est vraiment ça. Et puis même avec les clubs à Montréal aussi, on a certains clubs, pas tous, mais on a certains clubs qui rentrent en contact avec nous pour nous dire, OK, tel joueur, il faudrait peut-être faire attention à ça. On est très complémentaires avec les clubs, ça veut dire qu'on va prendre des joueurs et puis on va travailler tout ce qu'ils ont besoin ou forcément des fois tout ce que les clubs n'ont peut-être pas le temps de voir. Puis voilà. Mais comme j'ai dit, c'est assez complet, c'est 360, ça veut dire qu'on a aussi des joueurs qui n'ont pas de club. Alors c'est pour ça aussi on a des matchs, on a des situations où est-ce qu'on les met en forme pour qu'éventuellement soit ils partent pour des essais ou soit ils vont signer pour des clubs, ou pour l'université ou pour… Alors, c'est vraiment ça, Starting 11, c'est permettre aux joueurs de passer au prochain niveau, mais tout dépendant, c'est quoi le prochain niveau du joueur. Donc, on va dire, si une personne vient, vous allez pouvoir justement voir c'est quoi ses besoins par rapport à sa performance au soccer. Donc, est-ce que c'est passer au niveau supérieur ou est-ce que c'est encore à ses débuts et par la suite, vous allez pouvoir le mettre dans des catégories qui conviennent à ses besoins. Souvent, on en parle avant même qu'il commence. Ça veut dire qu'on a déjà une petite idée. On a déjà une petite idée de où le placer, mais après aussi sur le terrain, dès qu'on le voit, on le place où est-ce qu'il doit être. Et puis vraiment, notre objectif, c'est de pousser. Là, on vient d'envoyer 2 joueurs aussi en Espagne parce qu'on sentait qu'ils étaient prêts aussi par rapport à ça. On a aussi un match qui arrive bientôt avec une équipe CPL des jeunes, avec nos jeunes. Alors notre but, c'est de donner des expériences à nos joueurs, à nos jeunes. Et par rapport à ce genre d'expérience, on les rapproche encore plus du niveau supérieur. C'est vraiment bon. Et toi, justement, vu que tu as eu un parcours qui est dans le soccer, donc tu peux vraiment te mettre à la place des jeunes et surtout leur éviter des erreurs que tu aurais pu faire. Non, que j'ai fait. Que tu as fait, C'est vraiment ça. Et ça, je tiens à le dire. À Starting, on est quand même beaucoup. Il y a des coachs, la plupart, voire même tous, on a joué pro, on a goûté au monde professionnel. Et moi, le premier, j'ai fait des erreurs, mais par contre, mon but, c'est d'aider
ces joueurs-là à ne pas faire les mêmes erreurs. Et puis, bien sûr, on fait comme on peut pour les guider. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, on va dire, certains joueurs qui étaient, on va dire, très têtus par rapport à certaines choses et que tu as pu justement leur éviter des erreurs, ou est-ce que tu as eu des moments où certains joueurs n'ont pas écouté les conseils que tu leur as donnés et qu'ils ont finalement fait l'erreur de justement… En fait, c'est quoi l'erreur? On va aller en plus précis par rapport à la question. C'était peut-être un peu flou. La question, c'est quoi l'erreur que la grande majorité des jeunes, quand ils veulent devenir pro, font et qui est très… C'est une bonne question, c'est fou parce qu'il y a un an, j'en parlais avec Mo Farsi, on parlait de ça. Et puis, ce que je trouve souvent, c'est que les joueurs attendent d'être pro. C'est-à-dire ils attendent de signer ce contrat pro pour commencer à être pro dans leur tête et en eux. Moi, tu sais, c'est comme dans la vie. Faut être prêt, faut se préparer. Alors moi, si j'ai un truc, et je le dis souvent à mes joueurs, soyez pro avant d'être pro. Parce que sinon, c'est compliqué. Parce que ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu montes de niveau et plus tu affrontes le gars qui était tout aussi fort que toi dans le niveau inférieur. Ça veut dire plus tu avances et plus tu es juste avec les meilleurs. Et plus tu montes de niveau, tu es avec les meilleurs. À partir du moment que tu montes dans le monde pro, forcément, c'est que des bons joueurs. Ils ont été bons partout. Alors si déjà toi, et souvent j'ai des gars qui ne sont pas dans les académies, ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément être guidés. J'ai beaucoup de joueurs qui n'ont jamais été dans une académie professionnelle. Alors moi, ce que je leur dis souvent, c'est d'être pro avant d'être pro. Apprends, pose des questions. C'est quoi un pro? C'est pas juste jouer, faire de l'argent et jouer devant une foule. Il y a plein d'autres facteurs. Alors c'est vers ça que je les pousse et que je les emmène. Et je leur dis, si vous ne savez pas, 2025, tu peux tout trouver avec Internet. Tu demandes, il y en a plein qui nous demandent à nous, qui demandent aussi à d'autres joueurs. Et puis, tu sais, j'ai une petite anecdote, j'en profite rapidement. L'hiver, nous, on a tous les pros à starting. Et puis, ce que je fais, c'est que je monte des fois des jeunes de niveau en bas. Je les monte avec les pros au niveau des entraînements. En même temps, ça me permet de regarder un peu, leur niveau, mais ça me permet un peu comment ils réagissent à ça. Puis ça me permet de voir un peu leur personnalité. Et puis, après une première séance, je me rappelle, j'avais parlé avec un de mes jeunes. Je lui ai dit, alors, c'était comment? Il m'a dit, c'était incroyable, ça va extrêmement vite, le niveau, tu vois, ça se voit que c'est du pro, quoi. J'ai dit, OK. J'ai dit, est-ce que tu en as profité pour parler avec certains? Il m'a dit non. Et c'est là où je trouve que je lui dis, mais pourquoi? J'ai dit, profites-en. J'ai dit, demande des questions. Demande comment c'était difficile avant de signer pro, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est là où je lui dis, apprends à devenir pro avant d'être pro. Et j'ai dit, tu as le meilleur exemple, demande-leur. Ça va te permettre de savoir un peu plus c'est quoi que tu dois faire, c'est quoi le quotidien d'un joueur professionnel. Parce qu'il y a un quotidien, il ne faut pas croire qu'un joueur professionnel fait juste, il arrive, il joue, puis basta. Non, il taffe toute la journée, c'est juste qu'il taffe sur son corps. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, il y avait une notion qui découle de ce que tu dis, c'était la visualisation. Donc, devenir cette personne-là, donc devenir le pro pour par la suite attirer justement les opportunités et surtout essayer vraiment d'atteindre cette personne-là que tu as envie de devenir. Et je pense que c'est super intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il faut que tu deviennes pro avant de devenir pro. Donc, dans ta tête, il faut que tu puisses visualiser la personne que tu veux devenir, donc un pro, et surtout agir de la manière dont ce pro-là agirait, donc face aux difficultés, face aux épreuves, face aux entraînements et face surtout à l'alimentation et à l'hygiène de vie comme on a parlé. Je pensais, pendant que tu parlais, je pensais juste à ça en fait. Je me suis dit, un jeune doit être obsédé par son sommeil, par son alimentation, parce que ça lui permet de… C'est comme dans un jeu vidéo, ça lui permet de remettre la batterie vers au max. Là. Si elle est au max le lendemain, forcément, tu vas bien performer 100%. À l'entraînement, tu vas te donner à fond. 100%. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. Si elle est toujours à rouge, le lendemain, tu ne vas pas… Il y a aussi, c'est ça, c'est que… Et surtout, on va mettre obsédé et on va mettre aussi la visualisation. Dis-toi que je pense que il faut vraiment que tu dises que pendant que toi, tu n'es pas en train de dormir, il y a d'autres personnes qui sont justement en train de dormir et profiter de ce sommeil-là pour justement par la suite plus performer. Donc, dans ta négligence par rapport au sommeil et par rapport à l'hygiène de vie, dis-toi quelqu'un qui est encore plus obsédé que toi, qui est en train justement de dormir pendant que toi, tu es en train de faire différentes affaires. Et par la suite, cette personne-là, moi, c'est ça que je me dis aussi. C'est que potentiellement, cette personne-là va avoir ce que moi, j'ai envie d'avoir. Ouais, exactement. Après, moi, je parle par rapport au foot. Après, le reste, je ne sais pas. Bien sûr. Mais je pense qu'au foot, il faut dormir. Toi. Après, le reste, je ne sais pas. Mais
C'est vraiment important, puis j'insiste par rapport à ça. Ouais, non, mais Je pense que depuis le début, je parle que de sommeil. Non, mais dis-toi, si tu veux même une comparaison par rapport à moi, dormez-vous, là, je fais une publicité, là. Vraiment dormir, et ça, je l'ai compris à mes dépens, c'est que tu dis, ah, vas-y, je vais dormir vers 2-3 heures du matin, je vais me réveiller à 7, donc ça va, j'ai 5 heures de sommeil, mais peut-être que sur la journée même, tu vas pas t'en rendre compte, mais moi, je l'ai vécu vraiment, ces temps-ci, je m'en rends compte réellement, c'est que la fatigue, quand tu ne dors pas, tu vas le voir sur genre l'effet cumulé sur différents jours, sur différentes semaines, tu vas voir l'impact. Peut-être que tu ne le vois pas sur les premiers jours, mais sur une longue période, tu vas réellement voir l'effet que ça a. Et c'est même prouvé j'avais vu pas une documentation, c'était une interview par rapport à ça, pour pouvoir réavoir ce cycle-là de sommeil qui est bon, donc en fait, pour rattraper le sommeil, voilà. Donc pour rattraper le sommeil que tu as perdu, etc., ça prend vraiment du temps. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir une bonne nuit de sommeil, parce qu'au fur et à mesure du temps, pour réavoir et récupérer tout ce sommeil-là que tu as perdu, c'est très difficile, ça prend du temps surtout. Ouais, exactement. Et même, vous allez pouvoir le voir justement sur vos performances sur un long terme, vous allez voir que… Ah, 100%, je vous le confirme, 100% ça. C'est même pas… C'est trop, c'est vraiment, le sommeil est beaucoup trop important. Donc, c'est quoi l'histoire de Starting Eleven? Là, on a parlé de qu'est-ce que c'était Starting Eleven, ouais, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu te dis, ok, là aujourd'hui, j'imagine que c'est un long processus, oui. mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu te dises, ok, j'ai envie de démarrer un Starting Eleven, j'ai envie de démarrer une académie de soccer qui puisse permettre aux gens de… un peu comme, j'imagine, tous les joueurs pros, pas tous, c'est pas vrai, mais une partie, à un moment donné, ils disent toujours, j'aimerais peut-être avoir un truc, moi, l'après-carrière, etc. J'ai pensé, je me rappelle, c'était ma dernière année en CPL, puis bon, je savais que c'était la fin parce que j'avançais plus, littéralement, j'avançais plus, c'était même pas, j'avais des problèmes de blessures et tout, alors je commençais déjà un petit peu à penser à ça, mais tu sais, il y a y penser, puis il y a le faire réellement, et puis bon, j'ai arrêté le foot, il y a eu 1 an entre la fin du foot et puis le début de Starting. Ça m'a permis de terminer mes trucs. Non, mais je commençais aussi à travailler à côté. Je terminais un peu ce que je devais faire pour commencer le boulot. Il me restait quelques trucs à finaliser. Fait que je commençais à travailler et tout. Et puis, j'avais ma vie un peu comme tout le monde. J'allais travailler et tout, etc. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. C'était cette adrénaline-là ou le fait d'être sur le terrain. Parce que c'était quand même… Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu joues au foot et puis tu dois arrêter brusquement, c'est un peu… j'ai vécu, on va dire… j'étais déprimé, quoi. C'est comme une rupture amoureuse. C'est que le soccer et toi, pour ceux qui sont passionnés, c'est comme une relation. Je pense que c'est le pire, quoi. Je veux pas faire genre ma bad, là. T'inquiète. Mais c'était pire. J'étais au bout du bout, j'étais habitué, voilà, quoi. Chaque week-end, on était partout, voyage, avion, machin, truc, on joue au foot. Ça va vite le foot, mais c'est un peu ça qui est un peu dangereux avec le foot, c'est que ça va vite. Alors des fois, tu prends pas le temps de peut-être d'apprécier ou de réfléchir par rapport à ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il me manquait, j'avais un manque. Alors je me suis dit, pourquoi pas commencer un petit truc. Puis j'ai vraiment commencé en bas. Ça veut dire que j'avais quoi? J'avais 4 cônes, 5 ballons. Et j'ai demandé au début à un ami. Moi, je disais, je vais te faire une séance. Puis je vais le filmer avec un truc, un téléphone et tout, machin, tu vois. Je vais te faire une séance et tout. Et puis voilà, c'était ça. J'ai fait une petite séance. Je l'ai mis sur le réseau. J'ai créé une page Instagram. Au début, c'était un peu… je sais pas si j'ai encore des trucs, mais c'était pas fameux, bref. Puis voilà, puis tranquillement, après, je commençais à avoir 1 gars, 2 gars par semaine, 3 gars par semaine. Ça a pris un peu de temps avant de démarrer. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai toujours aimé coacher parce que même quand on jouait au foot, on revenait pour la off-season avec les gars ici. Et c'est un peu moi qui faisais les séances aux gars. Avec tous mes amis, là, je faisais un peu les séances et tout. Alors j'ai toujours eu ce kiff-là, tu vois. Même quand je jouais au foot, je me rappelle, j'analysais beaucoup mes coachs. Ou, tu vois, vraiment, je sentais et j'étais persuadé au fond de moi qu'après, j'allais être dans le milieu du foot ou être coach. C'était mon rêve à moi, je ne le disais pas ouvertement, personne ne le savait, mais moi, au fond de moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment avoir ses kiffs, ses rêves, puis y croire, tu vois. C'est vraiment ça, c'était vraiment une flamme à l'intérieur de moi. Puis, mais bref, après, bon, c'est ça, comme je t'ai dit, j'ai commencé normalement. Et puis tranquillement, après, il y a eu un premier été qui est passé. Et puis, bon, j'ai fait aussi un peu l'hiver, des petits trucs. La vérité, la première année,
c'était tranquille. Et c'est l'année d'après où j'ai eu James avec moi, que je salue d'ailleurs. Et après, là, ça a commencé à faire un peu plus de bruit. J'ai commencé un peu à investir, on va dire. Et là, il y a eu l'hiver. Et là, il y avait les pros qui sont arrivés. Et puis là, ça fait… Incroyable. Est-ce que c'est vraiment drôle, c'est que tu vois, tu as commencé avec 2-3 cônes, tu avais dit 4 cônes. C'est quoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te dises, ok, là, je vais juste commencer comme ça et pas attendre que ça prenne de l'ampleur ou on va dire que tu commences avec un gros équipement. Bon point. Parce qu'il y a énormément de personnes qui justement se disent, ok, je veux créer un truc ou je veux commencer un truc, il me faut ça pour commencer, tu vois. Et je trouve que c'est souvent une excuse qu'on a parce que c'est un inconfort qu'on essaie vraiment de repousser. Parce qu'on veut vraiment la perfection pour commencer alors que il faut commencer par… J'irai plus loin que l'inconfort, je pense que c'est la peur de l'échec qui nous bloque. Pour moi, c'est vraiment ça parce que j'ai oublié de le dire. J'avais même proposé à 2-3 amis à moi de commencer avec moi. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit ça sert à quoi, tu vois, qu'est-ce que tu me dis là, allez coacher et tout, tu es là, tu te lèves le matin, tu vas dans un parc et tu es là à texter, il y en a un, je me rappelle, je ne vais pas nommer son nom, il m'a dit, tu penses que moi je vais aller DM des gars, j'ai un blue check, etc. et tout. Dans le temps, les blue check étaient, tu pouvais pas les acheter là, fait que tu vois, ils étaient comme, non, je veux pas, en tout cas bref, petite anecdote là. Mais t'inquiète, je ne sors pas ton nom. mais tout ça pour dire que c'est ça, fait qu'on m'a dit ouais, machin. Moi, j'étais comme… Et c'est là où est-ce que je pense que c'est bien de foncer des fois parce que je me suis dit, je l'ai fait pour le kiff parce que j'aime ça, parce que je me sentais bien sur un terrain, je me sentais à ma place. Et puis, ça a bien fait les choses parce que les gens aussi qui venaient à mes séances ont compris assez rapidement que ce que je faisait du sens et que quelque part, j'étais bon là-dedans, I guess. Et puis voilà, après ça… Effet boule de neige, bim bam boum. Ça a pris. C'est super cool. Maintenant, alhamdoulilah. Genre vraiment, je respecte surtout le fait d'avoir commencé avec, on va dire, rien, pas grand chose. C'est super respectable et super inspirant parce que on a souvent cette tendance-là, et je le vois dans ma propre génération, c'est que on veut toujours tout maintenant, on veut les gros résultats dès le début, tu vois. Et que tu peux pas l'avoir, tu comprends? Genre tu peux pas. Il y a une phrase que je répète constamment, c'est que tu ne peux pas avoir ce que… il y avait une phrase, il faut que je la retrouve. En gros, c'est que, pour t'expliquer la phrase, c'est que tu ne peux pas avoir quelque chose de très gros en faisant pas grand-chose. Il faut que tu travailles pour avoir des résultats, que ce soit même dans le sport. Puis même aussi, je dirais même, il faut avoir des échecs. Moi, personnellement, j'ai compris tôt et rapidement que l'échec fait partie de ma life, quoi. Et moi, je suis très good avec très good, c'est pas le mot, parce que ça me crée une envie de win après. Mais quand, exemple, je vis un genre d'échec où je suis comme, ok, chill, nice. Parce que je sais que je me rapproche du succès, quoi. 100%. Parce que ça prend ça. Et puis, tu sais, je vous donne un petit exemple. Je me rappelle, j'ai eu un flash. Au début, quand j'ai commencé, j'avais à peu près 2-3 par semaine. Et puis, juste la semaine passée, God bless, on avait à peu près 250 personnes cette semaine. Merci vraiment. Mais tu vois, c'est ça. Fait que maintenant, on a plusieurs catégories. On a vraiment toutes les catégories. Ça roule super bien. On est content. On a même des événements, des tournois, des voyages. Vraiment, c'est juste de taffer. Puis on est au début. Hein. On est rendu à la 2e et demie, voire 3e année. Et on est vraiment au début du projet. Franchement, c'est ça que je voulais vraiment t'expliquer. Juste avant, on avait parlé, c'était par rapport à l'échec. Donc, comme je t'avais dit, c'est que par rapport à ce que tu avais, qui était super intéressant, c'est que tu avais commencé d'une manière très simple et tu as réussi à pouvoir grow le truc à un moment donné jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu es rendu à 250 élèves, c'est ça? Dans la semaine. Donc, joueurs environ. C'est super intéressant et c'était… je voulais faire le parallèle par rapport à ce que moi je vis en ce moment. C'est que je sais pertinemment, comme je t'avais dit, que j'ai rien de plus que les autres nécessairement, mais je sais que c'est justement j'ai toujours eu cette détermination, cet acharnement par rapport au travail, et je sais que c'est justement par ça que je vais pouvoir, Inch'Allah, réussir. Donc c'est super intéressant le fait de l'échec est tout simple. Tu peux pas réussir dans certains moments, tu peux pas pouvoir surtout évoluer de la meilleure des manières si tu n'as pas nécessairement l'échec fait mal, on va pas se mentir. L'échec fait mal, mais il faut surtout réussir à comprendre pourquoi. Et réussir à surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs par la suite. C'est exactement ça. En fait, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment cette peur de l'échec souvent qui freine énormément beaucoup de gens. Et non, c'est ça. Faut passer autre par rapport à ça, puis ne pas forcément avoir cette
peur-là, parce que ça fait partie du succès, c'est comme une recette. Quand tu as le succès, ben, dans la recette, comme tu fais un gâteau, genre, Exactement, ouais. là tu regardes la recette, ben, l'échec est dans la recette. Quoi. Ouais. Fait que faut pas forcément avoir peur, mais un truc qui est super important aussi, c'est d'être capable de comprendre, d'être capable, moi s'il y a un truc qui est important, que ce soit, on va dire, chez moi ou avec les gens avec qui je suis, mes proches, voire très très proches, c'est des gens, en fait, on est capable de se remettre en question. Oui, c'est très important. Et moi, personnellement, c'est vraiment important. Si je sens que dans mon entourage, il n'y a pas trop ça, je ne vais pas trop vouloir être trop aux alentours. Parce que je pense que se remettre en question est important parce que qu'est-ce que ça fait à force de se remettre en question, je pense que ne veux pas quelque part, c'est que ça te permet de comprendre. Tu es là, tu te remets en question, okay, qu'est-ce que j'ai fait de bien, moins bien, machin, comment ça s'est passé, etc. etc. Ben, veux pas, c'est que tu essaies de comprendre 100%. Et tu essaies d'apprendre par rapport à ton échec ou ton erreur. Et puis, ben, ça t'aide. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement ça qui va arriver, mais ça t'aide 100%. À forcément pas reproduire cette erreur-là. 100%. Et mieux faire la prochaine fois. Quoi. Non, franchement, j'ai rien à ajouter. Même, je peux ajouter une petite branche qui est l'ego, qui est aussi super important, qui est aussi une branche de la remise en question. Si tu as trop d'ego et tu as tellement, on va dire, une fierté qui est tellement haute, la remise en question est très dure. Il faut accepter qu'on est imparfait, que c'est normal de justement faire mal les choses ou surtout de faire des erreurs. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Mais c'est super important d'avoir c'est une compétence. Moi, je trouve que c'est une qualité. C'est extrêmement bien. Avoir la qualité de pouvoir se remettre en question et accepter au final qu'on a pris une mauvaise décision, c'est justement ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir évoluer et vraiment tout exploser. En fait, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une science exacte, ça veut dire, mais qu'est-ce que ça fait, c'est que ça t'aide. Le fait de se remettre en question, le fait de vouloir comprendre et vouloir faire mieux éventuellement la prochaine fois, ça t'aide énormément à mieux faire ou à passer au prochain niveau, ou etc., 100%. De où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Quoi. Franchement, c'est excellent ce que tu dis, c'est super pertinent et c'est surtout on arrive à relate énormément sur ce que tu dis. Franchement, on a énormément parlé dans cet environnement, dans ce décor-là. On va essayer de changer de décor, on va essayer de trouver un meilleur endroit parce que là, il fait quand même un peu chaud. On va trouver un meilleur endroit et on va pouvoir vous montrer directement le centre-ville de Montréal directement. Donc là, on se retrouve dans le deuxième endroit. Donc, on a changé d'endroit directement. Il pleut un peu, mais ça fait vraiment du bien d'être à l'extérieur et on peut voir directement les bâtiments de Montréal. Donc, la partie 2 qui était, qu'est-ce qui avait mis, on va dire, tu m'as dit que tu as eu une blessure. Ouais. Donc, est-ce que tu peux, on va dire, l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans là? Ça m'amène dans les moments douloureux un peu. Je t'avoue la vérité, j'en parle pas beaucoup. C'est plus, on va dire, un peu personnel, mais j'ai aucun problème à le faire. En fait, c'était durant ma fin de carrière, même si j'ai arrêté super tôt. Moi, je me suis fait opérer à la colonne vertébrale. J'avais une hernie discale qui descendait jusqu'en bas et j'avais le bas du dos qui était pété. Il était brisé complètement. Ma dernière année, j'ai essayé de jouer. Je jouais sous cortisone. C'est en piqué pour pas sentir trop la douleur. Je sentais quand même la douleur, mais je serrais les dents un petit peu. De toute façon, j'ai fait ça un peu toute ma vie. Alors, je serrais un peu les dents pour jouer parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, j'étais dans un autre état d'esprit comparé à maintenant. J'étais encore dans l'état d'esprit du joueur, ça veut dire qui est prêt à tout, limite absolument tout pour jouer parce que c'est ce que j'aimais et c'est ce que j'aime le plus au monde. Alors, dans ma tête, c'était, je ne pouvais pas arrêter le foot. J'étais vraiment dans cette optique-là où pour moi, c'était impossible arrêter le foot par moi-même. Voilà, jusqu'à un moment donné où je pouvais littéralement plus bouger. À un moment donné, je me suis réveillé le matin, je me rappelle encore. C'était un mois de fin mai, un truc du genre, au début mai, mi-mai. Je me suis réveillé un matin et je ne pouvais plus bouger. La cortisone ne faisait plus effet. Et littéralement, j'étais paralysé, on peut le dire un peu comme ça. Je suis resté 6 semaines comme ça, au lit. Je pouvais vraiment plus bouger. C'était causé à partir de quoi? En fait, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai demandé beaucoup à mon chirurgien dans le temps, le médecin qui m'a opéré.
C'est pour ça tout à l'heure au début, je disais le corps était comme une éponge. Je comprends. C'est que j'ai tellement fait les mauvais choix, j'ai tellement pas pris soin de moi, de mon corps, qu'à force, et moi déjà dans mon style de jeu, j'étais quelqu'un qui était intense, genre vraiment intense. Vraiment, ok. Ouais, j'ai accumulé plein de bobos. Et puis là, à un moment donné, ça s'est accumulé. J'ai eu un coup, c'était fatal. Et voilà, fait qu'après 6 semaines à regarder le plafond, tu penses à beaucoup de choses. Il y a plein de choses que tu peux pas faire. Vraiment les trucs les plus basiques, je pouvais même pas me lever, aller me prendre à manger. C'était assez chaud comme épreuve. Et puis c'est ça. De là, à partir de là, j'ai compris que c'était la fin, c'était fini. Puis après, j'ai arrêté, je me suis fait... Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne me suis pas fait opérer tout de suite. Ça a pris du temps. Ça veut dire que je suis revenu un peu tranquillement. Et puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me suis refait mal, mais par moi-même. Et là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me fasse opérer. Parce que pour moi, c'est pour ça que tantôt on en parlait, j'avais un peu cette tête dure où est-ce que je me disais que j'avais de la difficulté à accepter. J'avais de la difficulté à accepter que je devais arrêter le foot. Alors je voulais pousser jusqu'à temps qu'à un moment donné c'était inévitable. Et puis à partir de là tout a changé. Puis sincèrement je dis God bless Alhamdoulilah par rapport à tout ça parce que maintenant je suis on va dire un peu plus épanoui, un peu plus heureux par rapport à tout ça parce qu'avant dans ma tête il n'y avait que le foot et j'étais persuadé que sans le foot je ne pouvais pas être bien. Et ça m'a permis de comprendre. Mais finalement, tu as toujours un pied dedans. Ouais, ça oui. C'est vraiment ça oui, c'est pour ça après j'ai réalisé, même quand j'ai arrêté, comme je te disais tout à l'heure, je commençais à travailler, je lui manquais quelque chose. Alors je pense que le foot et moi, c'est pour la vie. C'est une histoire d'amour. C'est une rupture qui était brusque, mais il fallait que tu y retournes. Vraiment. Je pense pas que je suis le seul. J'imagine qu'il y a plein de joueurs de foot qui vont comprendre, qui vont relater par rapport à tout ça. Mais puis voilà, c'est vraiment aussi simple que ça mon histoire, mais en même temps elle est super inspirante. C'est surtout le fait que je trouve qui est énormément respectable dans ce que tu as, c'est que même si tu as eu cet événement qui est arrivé, qui c'était on va dire très dur j'imagine de pouvoir le vivre, tu as quand même réussi à, il s'est passé ça, malheureusement c'est des choses qui vont arriver, qui sont arrivées, malheureusement on peut absolument rien y faire, mais ce qui est super respectable c'est le fait de dire c'est arrivé. Maintenant, j'ai deux choix. C'est soit je continue à me la monter, on va dire, sur mon sort, etc. Ou je trouve une solution pour baigner toujours dedans, à ma manière directement avec l'académie Starting. En fait, après cet événement-là, moi, personnellement, je me trouve moins d'excuses maintenant. Et c'est là où est-ce que, comme tout à l'heure, j'ai dit, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question parce que j'ai réalisé que la vie, en fait, le kiff, c'est les choses simples. À partir du moment que tu as la santé, que tu peux bouger, que tu peux faire tes trucs, je pense qu'on peut faire énormément, on peut accomplir plein de trucs dans la vie, plein de choses dans la vie. Faut un plan, faut le vouloir, etc. Mais c'est là où est-ce que j'ai réalisé parce que je me rappelle encore de ce moment-là, je pense que c'était à ma 5e, 4e semaine, je pouvais littéralement pas bouger, je regardais juste la télé ou je regardais le plafond et puis j'ai réalisé que je commençais à envier quelqu'un qui pourrait aller prendre une marche dehors. Je comprends, oui, 100%. Et c'est là où je me suis dit en fait, on est chanceux, on doit être grateful par rapport à tout ça parce que à partir du moment que tu as la santé, tu as tout. C'est ça. Il y avait une phrase justement que j'ai vue sur Insta qui c'était « t'as 100 problèmes jusqu'à ce que tu tombes malade et à ce moment-là tu te rends compte que tu as un seul problème. C'est qu'on ne se rend pas compte. Est-ce que tu aimes bien ou pas? Non, parce que tu l'as dit là, et puis tu m'as ramené dans mon... Je me rappelle, j'étais là au lit, coincé avec plein de tuyaux dans le corps, j'étais comme, my God, c'est ça. Parce que j'avais un problème là. C'est ça, c'est que... J'en avais plus d'autres. 100%. C'est que il faut, comme tu as dit, il faut être grateful de la santé qu'on a. Il y en a qui malheureusement, ils sont nés avec certaines maladies, certains handicaps. Donc il faut vraiment être grateful, mais surtout en prendre soin. Et c'est là que tu vois, dans ce que tu dis, je comprends maintenant pourquoi au début de l'interview directement, tu avais dit à tes jeunes justement, et le message que tu voulais faire passer, c'est guys, prenez soin de votre corps, c'est super important dans l'hygiène de vie. Mais doublement, oui, c'est important dans le sport parce que moi je le dis beaucoup par rapport au sport et par rapport au fait de passer au prochain niveau, mais même dans la vie de tous les jours, même quelqu'un qui ne fait pas de sport, c'est trop important. Prendre soin de soi-même, prendre soin de son mind, son mental, je pense que... Et tu dirais quoi à quelqu'un qui n'est pas sportif de base et qui, on va dire,
néglige énormément sa santé, c'est quoi? Ben là, on l'a compris avec directement ce qui s'est passé, qui était justement, tu as eu un accident, mais tu as compris à quel point l'aspect physique est super important. Ouais. Mais tu dirais quoi à quelqu'un qui justement est pas trop sportif, mais qui sait qu'au fond de lui, c'est bon? Après, je dis pas que je vais pas me permettre parce que bon, moi je suis plus dans le domaine du foot, mais je pense que peut-être c'est la santé, quoi. Surtout d'aller peut-être consulter, voir un médecin, lui va être plus spécialisé pour pouvoir aider ces personnes-là. Mais pour vrai, c'est assez basique. C'est vraiment de prendre soin de soi-même, c'est de bien manger, de bouger, de faire du sport. Je pense que c'est important, c'est pas facile à dire comme ça, de loin. Mais tu penses à quel point le sport, le foot, on va dire, ben là tu as eu une carrière dans le foot, mais à quel point ça a changé, on va dire, dans ta vie, genre? Moi perso, le foot, souvent je dis à mes joueurs, faut respecter ce sport-là. Puis le foot, en fait, on lui doit tout au foot. On lui doit tout. Parce que veux pas, là-dedans, dans le foot, il y a une éducation, il y a des valeurs, il y a tout dans le foot. Il y a des joies, il y a des peines, ça te permet de grandir en tant que personne, en tant qu'être humain. Alors, perso, je parle du foot parce que c'est ce que je connais, mais j'imagine les autres sports aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a des enfants. Moi, quand je vois des enfants faire du sport ou bouger n'importe quel sport, je trouve que c'est du positif et j'incite et je pousse les plus jeunes ou les parents à mettre leurs enfants dans le sport. 100%. Même moi, je pratique de la muscu, mais je suis en train de découvrir une nouvelle passion qui est la course. Ouais. Franchement, c'est exceptionnel. C'est incroyable, Franchement, j'ai jamais ressenti une telle dopamine. Ouais. Franchement, vraiment, je commence vraiment à ressentir une dopamine et un bonheur quand. Là, je suis encore aux 5 km, là, je vais passer aux 10. C'est bien. Mais franchement, au début, j'ai fait 5 km en 33 minutes. Après, je suis tombé à 28. Là, je suis tombé à 25-50. Donc, franchement, là, je commence à petit à avoir. Dès que tu es dans la phase de 25, c'est que ça commence à faire le taf. Mais franchement, je suis super content. Et surtout, le fait de dire, OK, ben finalement, surtout au début, c'est difficile. Genre, quand tu commences à courir, là, à ce moment-là, c'est un peu difficile parce que tu commences à courir. Mais quand tu commences, c'est comme un premier élan. Comment je peux t'expliquer? Tu as fait le plus difficile. Là, maintenant, juste garde la constance. Et c'est super intéressant et c'est super bien parce qu'à la fin, quand tu réalises que tu l'as finalement fait, c'est genre une joie, mais franchement, qui est incroyable. Vraiment, tu te sens libre en fait. Tu te sens libre parce que moi, je recommence à courir un peu parce que bon, comme je disais, après l'opération, c'est difficile, mais là, je commence un petit peu à refaire du sport. Et puis c'est un peu différent parce qu'avant, je courais, je faisais les 5 km, mais je devais les faire dans ma pré-saison parce que on devait courir et c'est pas la même chose. Là, je cours pour du kiff, genre tu vois, je cours parce que ça me fait du bien. C'est pas le même temps non plus. Avant, tu fais combien en 5 km? Avant, on devait le faire en bas de 20. Ok, waouh! Je connais des gars qui l'ont fait en bas de 20, c'est super impressionnant. Ouais, on devait le faire en bas de 20. J'avais, moi je pense que c'était du 19. J'avais un gars aussi à l'académie, il faisait en 18 ou voire même 17 points quelque chose, 18 aux alentours. Maintenant, je suis ailleurs, là je suis dans du 24, 25, 26. Je comprends. C'est toujours bien la vérité. Ah ouais, c'est ça. Pour les coureurs, vous allez vous rendre compte à quel point, on va dire, en bas de 25, voire en bas de 20, c'est. En bas de 20, la vérité, c'est que… T'es quelqu'un, franchement, t'es quelqu'un. Tu cavales, quoi. Je comprends. Incroyable. Et par rapport, on parle souvent de quand tu commences quelque chose que peu de personnes, on va dire, font, on va dire le foot professionnel, quand les gens veulent vraiment se dépasser dans ça, ou même dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un fait quelque chose que la plupart, on va dire, ne font pas, beaucoup de critiques directement. Oui. Il y a énormément de critiques. Je sais que ça fait partie du jeu, mais toi, comment tu as vécu, on va dire, les critiques et surtout comment tu as vécu… Et surtout comment tu as réussi à gérer toute cette critique-là, la pression de ton entourage par rapport, on va dire, le soutien qui n'était pas trop là, etc. C'est une bonne question. Je pense que oui, j'ai joué. Je pense que d'autres ont joué plus haut et d'autres vont le faire. Tu as dit un truc que j'ai bien aimé. Tu as dit comment tu as géré ça. Okay? Et je pense que quelque part, c'est vraiment toi qui vois ça. Je vais donner un exemple. Je suis quelqu'un que… je pense pas qu'on a énormément en ce moment de critiques, mais même si on en a, je suis pas quelqu'un qui voit du négatif par rapport à ça. J'essaie de voir beaucoup de positif, j'essaie de me concentrer sur le positif, j'essaie de me concentrer sur le love que j'ai aux alentours ou par rapport à mes proches. Souvent, je dis à mes joueurs, je dis la pression, on se la crée quelque part. 100%. Tu vois, moi, comment je vois ça quand j'étais jeune, exemple un gros match, une grosse situation ou un gros événement, pour moi, je le voyais plus comme une opportunité de shine plus qu'une pression.
Parce que je me dis, j'ai tellement travaillé fort dans l'ombre où est-ce que personne voyait, où je courais, où je m'entraînais, où personne pouvait voir ou voir comment je travaillais, que là, j'ai une opportunité de montrer un peu mon travail ou montrer tout ce que je suis capable de faire, tu vois. Alors, je pense que quelque part, on se la crée, la pression. Je dis pas qu'elle n'existe pas, c'est sûr que arriver, je sais pas moi, tu joues une Coupe du Monde et puis tu arrives devant peut-être 80 000 personnes, machin truc, c'est sûr que voilà quoi, il y a cette pression-là, mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire par rapport à soi-même avant et de la pression, on se la crée nous-mêmes, alors être capable de gérer ça. C'est un mindset, c'est un état d'esprit qu'il faut se faire dès le début. Ça rejoint un peu à ce que j'ai dit au début, c'est être pro avant d'être pro. Je pense que quelque part, ça rejoint un peu ce que tu as dit, il y a beaucoup de visualisation, c'est quelque part, il faut juste se préparer à tout ça et se préparer dans sa tête à cette pression-là. Pour répondre, je sais que j'ai fait le tour. Pour moi, on se la crée un petit peu, la pression. Si à chaque jour, tu mets le taf qu'il faut mettre, si à chaque jour, tu performes comme tu dois performer, arriver au moment que tu dois performer, l'examen, tu l'as fait à tous les jours, tout le temps, quoi, tu vois. Personnellement, ça se fait. Et pour les critiques, en fait, des critiques, je pense qu'il y en aura tout le temps, que tu fasses un truc ou tu fasses pas du tout. J'imagine que s'il y a des critiques, que c'est peut-être que tu fais quand même bien quelque part. J'ose imaginer. Après, c'est sûr qu'il y a des fois des critiques constructives, ça veut dire qu'il faut quand même peut-être faire attention. Mais je pense que c'est quelque chose que… C'est difficile à répondre parce que je suis quelqu'un qui est juste entouré de mon propre monde tout le temps. J'ai les mêmes personnes depuis que je suis petit, alors on est vraiment entre nous. Alors oui, il peut y avoir des critiques, mais on n'occupe pas forcément beaucoup. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va en avoir, il y en aura, puis il y en aura demain, puis l'année prochaine, il y en aura tout le temps. Alors 100%. Voilà quoi, c'est se concentrer sur le love, se concentrer sur le positif, se concentrer sur son plan, sur soi-même. Je pense que la vie va tellement vite qu'on n'a pas trop le temps de se concentrer sur ce qui est 100%. pas trop positif, on va dire. Je suis 100% d'accord. Comme ça que je vois ça. J'ai aimé un point que tu as donné, c'était veux pas, que tu le veux ou non. Il y aura toujours, que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal, il y aura toujours certaines personnes qui vont venir, qui vont te donner, on va dire, un aspect négatif par rapport à ce que tu fais. Donc tu auras beau, on va par exemple construire un hôpital. Donc tu construis un hôpital pour des gens, pour qu'on vienne soigner, il y aura toujours des gens qui vont venir dire, tu vois, qui vont venir critiquer, etc. Ils vont dire qu'ils construisent cet hôpital pour faire de l'argent, je sais pas. Donc faudra s'y faire les critiques. Et même j'irai même plus loin des fois, parce que celles-là, elles peuvent faire un peu plus mal. Des fois, c'est des moqueries ou des critiques de ton monde, peut-être qui n'est pas super proche, mais c'est d'un monde que tu connais peut-être, ou de ta famille des fois. Fait que c'est là peut-être que ça… Moi, je pense qu'il faut juste se concentrer sur son plan, quoi. C'est vraiment le plus important. 100% d'accord. Et par rapport à ton plan, Starting 11. Comment tu vois Starting 11 dans quelques années? Genre, si je te donne une deadline, on va dire, dans 5 ans, c'est quoi ta visualisation de Starting 11? À quel point tu penses que ça va grossir et tu vois comment dans 5 ans? Tu sais, tu vas peut-être pas trop kiffer là ce que je vais dire, mais on me l'avait posé à 1 an, parce qu'en fait, moi, Starting, c'était un plan en premier sur 5 ans, et après sur 10 ans. Ça veut dire que j'avais déjà un plan sur 5 ans. Par rapport à tout ça. On est sur l'année 3 et puis sincèrement, on est quand même dans ce qu'on veut être. Le plus gros va arriver bientôt. Ça veut dire que comment je vois ça, c'est qu'à chaque étape, la prochaine marche est plus haute, et plus difficile, plus de responsabilités, plus, tu vois. On me l'avait posé à ma première année. Il m'a dit dans 5 ans, puis je disais juste, on va évoluer, on va progresser. Je pense que ça va être la même chose. Je pense qu'on va continuer à évoluer, on va continuer à progresser. Où est-ce qu'on se voit? On a un plan, bien sûr. Après, trop en parler, je ne sais pas si c'est l'objectif. On va aller étape par étape. On espère aboutir un peu ce qu'on veut, vers où on veut aboutir. Le seul truc que nous, à l'interne, comment on travaille, c'est qu'on a des objectifs à atteindre court, moyen terme et éventuellement long terme. Mais on s'assure vraiment de réussir ces objectifs-là pour que dans 5 ans, on atteigne ce qu'on veut atteindre. 100%. Mais là, on est vraiment focus sur le moyen. Bien sûr, le court, ça roule. On est focus sur le moyen. En ce moment, moyen terme, ça veut dire qu'on est focus pour atteindre ça, pour qu'éventuellement, dans 5 ans, on a un peu l'idée, puis la visualisation qu'on a, puis qu'on va l'atteindre. Honnêtement,
c'est pas, genre, je m'attendais pas à cette réponse-là, mais je l'attendais en même temps. C'est que je voulais que tu me dises un truc du genre. Pourquoi? Parce que je trouve que faire un objectif sur 5 ans, c'est comme se mettre, on va dire, une barrière ou comment je peux t'expliquer? Tu vois plus ou moins ce que je veux dire? C'est comme tu dis, ok, dans 5 ans, je veux ça. Alors que si tu dis, là, moi, je vise, on va dire, le moyen terme et on verra dans le moyen terme, à ce moment, ça va rendre comment et je m'ajusterai pour, en fait, tu vois? En fait, c'est un peu comme tu dis, mais un peu différemment. Okay. C'est que le long terme, on l'a. Ok. C'est juste qu'on ne le met pas de l'avant. Je sais pas si tu comprends un peu. Okay. C'est que, veux pas, je pense que c'est important d'avoir un plan pour savoir où tu vas. Ça veut dire qu'on a déjà une idée à long terme où est-ce qu'on veut être. Okay? C'est juste que c'est pas quelque chose qu'on va forcément parler et mettre de l'avant. Okay. Parce que pour nous, ça ne sert pas à grand chose de forcément mettre ça de l'avant. On se concentre sur le court terme, le moyen terme. Ça veut dire que moi, je peux te parler là à court terme. Je peux te dire que la semaine prochaine, exemple, on va jouer, il y aura un match contre une équipe professionnelle, mais des jeunes, tu vois. Et nos jeunes vont affronter une équipe professionnelle de jeunes. Tu comprends, ça donne une opportunité. Je peux te dire que là, on envoie des joueurs un peu partout dans le monde, tu vois. On en envoie en Chine, en Espagne, on en envoie en Tunisie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça, je peux te dire, parce que ça, c'est nos objectifs là, puis on est dedans. Comme tout à l'heure, je t'ai parlé de chiffres, combien d'athlètes de réservation on a par semaine. Après, à long terme, on a le plan, mais on se concentre sur le moyen. Je comprends. Et je te dirais à moi et peut-être une autre personne où est-ce qu'on est focus sur le long terme, parce qu'il faut quand même savoir où vous allez. Il faut une map, quoi. Exactement. Mais on est à 100%, surtout avec qui je travaille, eux, je les mets à 100% focus sur le court et le moyen terme. 100%. Et le long terme, je laisse un peu plus pour moi. Et, tu vois un peu le genre. Je comprends à 100%, mais c'est super intéressant. Et là, maintenant, tu as une bonne visualisation, on va dire, de l'avenir, etc. Et tu es super, on va dire, optimiste par rapport. Et je te le souhaite, Inch'Allah, vraiment, je te souhaite énormément, mon ref. Mais là, si on va dire tu devrais, et on va conclure sur ça directement, ça va être le mot de la fin. Là c'est mon moment motivation, là c'est le moment inspiration. Là je fais le Shakib inspiration. Je veux que tu motives les troupes là. Franchement, il faut que tu motives la génération d'aujourd'hui qui est on va dire la nouvelle génération que moi et même la nouvelle qui commence à arriver. Il y a une nouvelle wave qui est en train de se créer, c'est des gens qui veulent réussir. Il y en a énormément et genre je suis en plein dedans, tu vois, et je le vois, tu vois, autour de moi, qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages, qui me rencontrent directement et qui veulent, on va dire, réussir et se dépasser et vraiment faire ce que ils veulent réellement faire et donc vivre de, on va dire, leur passion et leurs rêves. Tu dirais quoi à ces gars-là pour le conseil, genre ou plusieurs conseils, c'est toi qui vois, un truc que tu leur dirais pour… Pardon, excuse-moi. Ce que je pense par rapport à cette nouvelle génération, je pense que vous êtes extrêmement talentueux. Mais vraiment, je le pense. Je pense que, parce qu'à chaque fois que ce soit dans le foot ou ailleurs, je vois beaucoup de jeunes très talentueux et ils commencent tôt. Et ça, je trouve ça intéressant, peut-être comparé à nous. Et moi, si j'ai un conseil, c'est vraiment de continuer ce que vous faites et d'être organisé. Mais encore plus loin, c'est d'être capable d'avoir un modèle et d'être capable de s'unir un peu plus. Je trouve la différence 100%. Avec cette génération, peut-être comparée à nous. Nous, on est un peu le milieu. Ça veut dire ma génération à moi, on est ce qu'on avait avant et on a la touche de vous, un peu, cette génération-là, parce qu'on est quand même un peu, tu vois, un peu jeune dans notre tête. Et moi, ce que j'ai réalisé par rapport à notre génération, c'est que vu qu'on est au milieu, c'est un peu notre force à nous. Notre génération à nous, c'est qu'on a de l'ancienne, avec des valeurs, avec, tu vois, le respect de celui qui a fait avant nous, etc., etc. Mais en même temps, on a un peu cette wave-là, puis on a un peu cette mentalité-là des plus jeunes où est-ce que, tu sais, on veut que ça soit fly, on veut que ça fasse du sens, tu vois. Fait que moi, si j'ai un conseil, c'est vraiment d'être un peu plus unis et d'être un peu moins, peut-être, dans vos trucs, un peu moins selfish. Je trouve que c'est ça qui ralentit ou qui tue un peu cette nouvelle génération-là. Et puis aussi, c'est d'avoir un peu des modèles quelque part. Je pense que ça peut aider. Ça ne veut pas dire que… Tu sais, j'en ai parlé une fois avec un jeune, puis il me dit « Oh, moi, je veux pas de modèle. » Parce que lui, dans sa tête, c'est avoir un modèle, c'est comme si que, genre, tu vois… quelqu'un… non, pas forcément. Tu dois juste voir un peu quelqu'un qui l'a déjà fait. Ça te permet surtout de pas faire les mêmes erreurs, tu vois. Puis pourquoi pas en profiter. C'est d'avoir un modèle comme nous, comme moi, personnellement, j'en ai. Même dans le monde du foot, j'ai des gars plus âgés que moi qui l'ont fait. Que je vois qui font à peu près la même chose que moi, qu'ils font, puis que je parle avec eux et tout, puis j'ai pas honte de dire que c'est des modèles, tu vois, puis que je regarde auprès d'eux, puis que des fois, tu sais, je peux prendre un petit moment, parler avec eux, demander des conseils, parce que ça fait partie du truc aussi, 100%. Tu vois. Fait que c'est un peu ça comme conseil que je donnerais.
vous avez, comme j'ai dit, beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Des fois, vous voulez un peu tout de suite, rapidement. Oui, 100%. Mais en même temps, quelque part, il faut que ça devienne une force, tu vois. Ouais. Puis pour que ça devienne une force, je pense, c'est d'avoir des modèles inspirants. Ok. Comme ça, vous ne faites pas peut-être les mêmes erreurs, tu vois. Puis aussi d'être un peu plus unis, je pense. Ouais. C'est super. C'est ce que je pense. Franchement, c'est très bon conseil. Et le point que j'ai vraiment aimé, c'était l'aspect union. Ouais. C'est que malheureusement, mais ça va se créer, ça va se créer, ça va se créer au fur du temps. Ouais, je pense aussi. On va le créer, moi je vais le créer, je vais le créer, cette communauté, cet environnement, cet entourage-là, je vais le créer. S'il n'y a pas à Montréal, je vais le créer. Ça me fera extrêmement plaisir et j'ai vraiment envie de le créer. Ça, c'est ensemble, l'union fait la force. Ouais, la vérité, c'est vraiment ça, c'est que l'union fait la force, guys. So, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir. Franchement, je remercie énormément Shakib d'être venu. Je le voulais aussi dans mon interview 2. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un que j'ai grandi avec, dans le sens où je l'ai toujours connu. On m'a toujours raconté son histoire. Bon, moi, j'ai pas été trop dans le foot. La vérité, j'avais un peu un niveau exécrable, mais j'avais toujours ton nom en tête. T'es grand là. Ouais, j'aurais dû se tromper de trucs. J'aurais dû faire du basket à la place de faire un truc de motivation. Mais c'est ça. C'est que franchement, j'apprécie énormément ta présence. J'apprécie surtout que tu sois venu. Tu as pris du temps pour venir et faire directement cette vidéo. Et franchement, j'apprécie énormément. Sur ce, on va se laisser. Écoutez, guys, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore une fois à Shakib d'être venu. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Puis je tiens juste à te féliciter et t'encourager pour la suite. J'apprécie. Ce que tu fais, c'est top. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les challenges vont être de plus en plus gros, mais dis-toi toujours que le succès va être plus gros aussi. 100%. Je te donne de la force pour continuer. Puis force à vous, guys. Puis au plaisir de vous voir sur le terrain à Starting. 100%. Je vais mettre toutes les informations directement en description. Allez le voir, franchement, ils font un taf de malade. Ils vont vraiment vous encadrer d'une bonne manière. Ils vont permettre d'évoluer et surtout, ils vont être là avec vous durant toute votre évolution et votre progression. So guys, tous mes footeux, allez voir directement Shakib. Je vais tout mettre en description. Et sur ce, les gars, prenez soin de vous. On se voit pour une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, les gars, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine. Ciao, guys.